Oui, bonjour, bonjour à tous et à toutes. Nous avons aujourd'hui dans cette salle virtuelle des gens de toute l'Amérique du Nord, de Montréal, Toronto, Phoenix, Los Angeles, New York, Saint-Pétersbourg en Floride, Halifax, San Francisco, Salt Lake City, Vancouver, Pasadena, San Diego, Arlington, Seattle et plusieurs autres. Et c'est un honneur pour moi aujourd'hui et un honneur et un plaisir de vous accueillir autour de Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, Jean-Michel Blanquer, et du député des Français d'Amérique du Nord, Monsieur Roland Lescure. Je suis Sophie Lartilleux-Suberville, conseillère des Français de l'étranger de San Francisco, française de l'étranger depuis toujours, puisque je n'ai jamais vécu en France et que je suis moi-même une ancienne élève du réseau d'enseignement français à l'étranger. J'étais en Amérique latine. J'ai scolarisé mes 4 enfants dans le réseau français en Amérique du Nord. Et de mon expérience, il me semble vraiment que la France est l'un des seuls pays au monde qui possède un tel modèle éducatif hors ses murs, qui est aussi diversifié, aussi excellent et qui souhaite aujourd'hui l'ouvrir au plus grand nombre. Le gouvernement actuel s'est donné la mission de doubler le nombre d'élèves d'ici 2030. Ces dernières années, en Amérique du Nord, on a vu l'offre éducative évoluer et se diversifier par le biais des charter schools, des antennes flammes, des écoles qui ont obtenu le label France Éducation, en plus, bien évidemment, des établissements homologués existants. Alors, avant de passer la parole à Monsieur le ministre, à qui nous aimerions demander de présenter les réformes de ce quinquennat sur l'éducation et l'impact que cela aura sur l'Amérique du Nord, j'aimerais d'abord la donner à Monsieur notre député Roland Lescure. Roland, à toi la parole. Merci, chère Sophie. Bonjour, bonsoir, bon matin, on dit au Québec à tous et à toutes. Je suis très heureux d'être avec vous, de prendre la parole, mais je vais la prendre très brièvement parce que l'essentiel, c'est que Jean-Michel Blanquer, qui est notre ministre de l'Éducation nationale, puisse vous faire une intervention liminaire et surtout répondre à vos questions. D'abord, vous dire que moi aussi, mes enfants ont été dans le système français en Amérique du Nord. C'était à Montréal, c'était au Collège Stanislas. Et donc, j'ai pu à la fois bénéficier de ce système, eux en ont bénéficié d'ailleurs plus que moi, et voir comment ce système permettait la plupart du temps d'avoir un peu le meilleur des deux mondes, une école à l'américaine, mais avec l'excellence de l'enseignement français et l'excellence des enseignants français. Voilà, ce soir, aujourd'hui, on a Jean-Michel Blanquer, qui est évidemment, avant tout pour vous, c'est important, lui aussi, il a été un Français de l'étranger, il a vécu en Amérique latine, mais il a été aussi un Français d'Amérique du Nord. Il a vécu à Boston, c'est un Bostonian. Donc, il connaît un peu plus la rigueur de l'hiver que toi, Sophie, dans ta Californie. Et donc, au-delà du fait qu'évidemment, il comprend vos enjeux, il comprend aussi beaucoup les enjeux de vos enfants et les enjeux de l'éducation française, en français, de la France à l'étranger et singulièrement en Amérique du Nord. Ça fait partie de nos priorités depuis le début. Donc, quand on a réfléchi à la manière d'organiser cette campagne pour les Françaises et les Français d'Amérique du Nord, on s'est dit très vite, il faut que Jean-Michel puisse se joindre à nous. Et donc, je te remercie infiniment d'avoir accepté tout de suite. Il n'a pas hésité une seconde de se joindre à nous. Aujourd'hui, l'enjeu de cette réunion, il est un peu double. Qu'on puisse, tu l'as dit, parler de tout ce qui a été fait pour transformer l'éducation nationale en France et parler aussi des éléments de programme et répondre à vos questions sur ce qu'on va continuer à faire dans les 5 ans qui viennent. Pour les Américains, j'aime à dire que notre programme pour 22-27, c'est more of the same, mais vraiment more. C'est-à-dire que tout ce qu'on a fait bien, on va le faire en plus. Et donc sur l'éducation nationale, évidemment, et puis aussi d'avoir un focus particulier sur ce qu'on a fait et ce qu'on va continuer à faire, la priorité sur l'enseignement du français à l'international et singulièrement en Amérique du Nord, où tu l'as dit, pour moi, c'est l'exemple type de ce qu'on aimerait voir partout au monde, c'est-à-dire une offre qui fourmille de nature différente, d'intensité différente, mais qui permet de répondre aussi à une demande qui elle-même est différente entre ceux qui souhaitent que leurs enfants apprennent le français ou maintiennent le français, et d'autres qui souhaitent au contraire que leurs enfants suivent la totalité du parcours académique français qu'on apprécie et que le monde entier nous envie. Voilà, je ne serai pas plus long, mais je suis très heureux. Merci encore d'avoir accepté cette invitation. Et Jean-Michel, je te passe la parole. Merci beaucoup, Roland. Merci beaucoup, David, et merci à tous d'être là. Pour moi, c'est un moment important. Je suis très heureux de cette invitation. C'est pour ça que je l'ai accepté immédiatement, puisque c'est important d'avoir ce type de dialogue. Et donc, je vais forcément être bref pour laisser passer du temps à l'échange.
Alors, c'est évidemment difficile de dire synthétiquement l'ensemble des réformes qui ont été menées pendant le quinquennat pour l'éducation, mais je voudrais quand même le faire en terminant évidemment par l'impact que ça a sur l'aspect international. Mais c'est important d'insister sur l'aspect national parce qu'il a, d'abord, je pense que ça vous intéresse, et puis ensuite parce que de toute façon, ça a un impact sur la dimension internationale, en commençant par dire qu'une partie des réformes ont été inspirées en faisant de la comparaison internationale. Récemment, par exemple, si on prend le cas de la loi sur la direction d'école, dite loi Rilhac, nous l'avons beaucoup pensé en regardant la direction d'école au Québec. Et c'est encore d'ailleurs des évolutions à venir de l'école primaire en France qui seront inspirées par l'école primaire au Québec. Ce qu'a pu dire le candidat Emmanuel Macron sur le fait d'avoir une vision toujours plus locale de la décision au plus près du terrain s'inspirera probablement beaucoup aussi de choses qu'on peut voir par exemple au Québec, mais aussi ailleurs sur le continent américain ou en Europe du Nord, et c'est des choses que nous regardons de très près. Donc tout est interrelié, cela va de soi. Alors si on prend les réformes qui ont été menées pour l'essentiel, d'abord la priorité, et ce sera le cas dans l'éventuel futur second quinquennat, c'est l'école primaire. C'est là que tant de choses se jouent. Le fait d'avoir dit l'instruction publique à 3 ans, qui est une loi historique, cette instruction publique à 3 ans a envoyé un signal très important sur la question de l'importance de l'école maternelle. Au passage, on a amélioré les taux d'encadrement partout. On n'a pas seulement dédoublé les classes, on a amélioré le taux d'encadrement à l'école maternelle et à l'école élémentaire, et évidemment fait évoluer la pédagogie de l'école maternelle. Là aussi, en arrivant, j'ai créé le Conseil scientifique de l'éducation nationale pour que nous soyons à la pointe de ce qui se dit en sciences cognitives et dans différentes disciplines sur l'éducation en général. Et c'est cela qui crée, par exemple, des textes de référence aujourd'hui, des vade-mecum, dont certains sont traduits en anglais d'ailleurs, et qui établissent ce qui se fait de mieux en pédagogie pour l'école maternelle et pour l'école élémentaire, notamment en langage, donc en français, et en mathématiques. C'est ce qui explique les progrès de l'école primaire qui ont lieu en France. Toujours à cœur de le dire, si j'ai une seule chose à dire, c'est que le niveau des enfants en France de 2017 à 2022 s'est amélioré à l'école primaire. Et nous sommes le seul pays au monde à le mesurer de manière aussi précise, puisqu'on a élaboré les évaluations de début de CP, de mi-CP, de début de CE1 et de début de 6e, qui sont évidemment disponibles pour les établissements français à l'étranger. Je pense que certains d'entre vous les connaissent, et qui vont très loin dans la mesure de la compétence de chaque enfant. Et comme nous sommes un pays qui a aussi maintenu les écoles ouvertes pendant la crise Covid, eh bien, merci Jean-Michel pour ça, parce qu'il ne le dira pas, mais c'est partie des singularités françaises qu'on lui doit, donc merci. Merci à toi Roland, et en tout cas le fait est que la combinaison du volontarisme pédagogique, du dédoublement des classes dans les zones les plus défavorisées, plus l'école ouverte malgré tout, a fait qu'en 2020, nous avons enregistré une baisse. D'ailleurs, les évaluations sont tellement fiables qu'elles nous ont dit que le niveau a baissé du fait du premier confinement. Et c'était une des raisons démontrées pour vouloir à tout prix l'école ouverte en 2020-2021, et d'avoir rebondi et réaugmenté le niveau d'une année sur l'autre. Mais donc, ce niveau a augmenté sous l'effet de plusieurs mesures, les mesures pédagogiques, la formation des professeurs, le plan français, le plan mathématique, le plan sciences, le dédoublement des classes qui vaut pour 350 000 enfants par an chaque année dans les zones les plus défavorisées. Et puis, en quatrième lieu, toute l'animation pédagogique qui a eu lieu sur ces sujets. Donc, une réforme de l'école primaire en profondeur, avec aussi la réforme des directeurs d'école, etc., etc. Tout ceci fait que ça a été la priorité, y compris sur le plan budgétaire. Nous étions un pays qui investissait moins que la moyenne des pays de l'OCDE sur l'école primaire. Désormais, nous avons rattrapé ce retard. Nous sommes aussi le pays qui a fait le plus, c'est le quinquennat où il y a eu le plus d'augmentation budgétaire pour l'éducation nationale, plus de 12% d'augmentation du budget. Mais cette augmentation du budget, on l'a mis notamment sur l'école primaire, alors même que nous avions moins d'élèves à l'école primaire. On a mis aussi ces moyens beaucoup sur l'école inclusive, puisqu'on a 100 000 élèves en situation de handicap en plus par rapport à 2017. On a mis 400 000 élèves. Je passe sur tous les détails de cette évolution de l'école inclusive, mais là aussi, il y a eu des enjeux à la fois quantitatifs et qualitatifs qui ont été relevés, même si on va évidemment aller plus loin et plus fort dans l'éventuel deuxième quinquennat.
Au collège, c'est la partie du système qui a été le moins réformée pendant le quinquennat qui vient de passer, pour différentes raisons, mais l'objectif était de surtout prendre en tenaille, si je puis dire les choses, entre l'école et le lycée. Néanmoins, le dispositif devoir fait, dont on trouve parfois des équivalents d'ailleurs dans le monde anglo-saxon, mais ce dispositif devoir fait, avec donc des devoirs faits aller au collège avec l'aide des professeurs, bénéficie à un tiers des collégiens et a fait évoluer la relation pédagogique aussi concrète des élèves. On a aussi créé e-devoir fait pendant le confinement, qui maintenant en reste, et qui permet de faire de l'aide aux devoirs à distance. Notre CNED, que certains d'entre vous connaissez bien, s'est aussi beaucoup modernisé au cours de ces 5 années. Et d'ailleurs, le directeur du CNED vient de changer aujourd'hui. On est vers une vraie modernisation numérique de l'éducation nationale. Et puis en troisième lieu, le lycée. Comme vous le savez, le lycée professionnel a fait l'objet d'une première réforme qui pourrait être prolongée dans les années prochaines. Et puis le lycée général et le lycée technologique ont été profondément transformés. Le lycée général avec tous les programmes qui ont changé, j'en profite pour le dire. Par exemple, en économie, c'était une attente depuis longtemps, mais dans tous les domaines, les programmes ont été modifiés. Et puis surtout, la réforme du baccalauréat a permis de créer un véritable lycée modulaire, selon une formule que les Français de l'étranger, notamment d'Amérique du Nord, connaissent bien et qui nous a rendu finalement plus articulés avec ce que vous connaissez dans les pays où vous êtes. Et ça, c'est important de le souligner, parce que qu'avons-nous visé en faisant cela? 2 objectifs finalement, hein. La liberté du lycéen, capacité de choix plus forte, mais aussi l'élévation du niveau, l'approfondissement, parce que le message donné à chaque lycéen, c'est tu peux choisir beaucoup plus de choses qu'avant, tu as un choix beaucoup plus fort. Dès lors que tu fais un choix, ce choix te conduit à plus d'approfondissement. Autrement dit, le plaisir va avec l'effort, les passions que tu choisis, et sans hiérarchie, contrairement à ce qui existait auparavant, les passions que tu choisis te conduisent à approfondir davantage. D'où le fait que les programmes sont aussi plus exigeants. C'est le cas en mathématiques. Par rapport au débat qu'il y a eu sur les mathématiques ces derniers mois, je voudrais tordre le cou d'ailleurs à différentes choses qui ne sont pas toujours exactes, mais nous visons 2 objectifs, en maths et en sciences d'ailleurs, c'est-à-dire à la fois des élites mathématiques et scientifiques plus larges, plus mixtes et plus excellentes. Et ce triple objectif est en train de s'accomplir, hein, c'est-à-dire on a des premiers résultats dans ce sens, puisque les programmes vont plus loin, les heures sont plus nombreuses. Par exemple, un terminal qui prend maths experte en terminale, ça peut être le cas de certains de vos enfants, il a 9 heures de maths par semaine, c'était 8 heures en terminale S, avec un programme plus approfondi. Et donc, par exemple, les profs de prépa, l'équivalent de ce qu'on appelait maths sup auparavant, notent qu'on a des élèves qui arrivent avec cette première génération, même s'ils ont traversé la période Covid, ont un niveau meilleur que ceux des années précédentes. Donc, l'objectif d'excellence est réussi actuellement. Puis, il y a l'autre objectif qui est un bon niveau pour tous. Et là, le débat des dernières semaines était sur le fait de savoir s'il fallait des mathématiques dans le tronc commun jusqu'au bout, sachant que c'est un sujet qui peut se débattre. Néanmoins, dans la République, on ferait une option aussi en tant que candidat sur ce point, c'est-à-dire oui, on va réintroduire plus de maths dans le tronc commun et passer très probablement, même si ce n'est pas fait au moment où je parle, mais passer probablement à partir de la rentrée prochaine de 2 heures à 3h30 d'enseignement scientifique et mathématiques dans le tronc commun. Avec des mathématiques, là aussi, qui pourront s'inspirer en partie de ce qu'on connaît bien aux États-Unis et au Canada, des mathématiques plus appliquées, plus concrètes, qui parlent aussi aux élèves les plus rétifs aux mathématiques. Et je pense qu'il y aura une question là-dessus d'ailleurs, parce que c'est souvent une question qui se pose, notamment pour les dossiers d'entrée à l'université américaine ou canadienne. C'est ça, et donc c'est important que j'entende ça aussi par rapport aux ultimes ajustements que l'on peut faire. Et la réforme du lycée, c'est aussi d'autres choses que ça, là aussi des points qui nous rapprochent des systèmes nord-américains, par exemple l'importance mise sur le grand oral à la fin. L'objectif qu'on a poursuivi, c'est vraiment une modernisation qui ouvre la voie vers l'avenir aussi. Par exemple, le fait d'avoir créé la discipline numérique et sciences informatiques est typique de cette modernisation. Et dans les temps à venir, les années, les décennies à venir, on pourra ainsi, grâce à ce lycée modulaire, avoir des innovations, des créations nouvelles, beaucoup plus que dans le système rigide dont nous sommes sortis. Voilà, à très grands traits, ce qui s'est passé. Bien sûr, appliqué à l'international, ça a donné aussi des choses ambitieuses, notamment dans la perspective
du doublement du nombre d'élèves fixé par le président de la République. Comme vous le savez, ça s'est accompagné d'un assouplissement des règles de l'homologation, des choses qui étaient très attendues, d'une implication de l'éducation nationale pour fournir aussi plus de professeurs dans le système. J'ai pris un engagement sur 1000 professeurs de plus, et puis d'un investissement aussi vraiment dans la durée. Par exemple, l'internationalisation beaucoup plus forte de nos professeurs tels qu'ils sont formés en France aujourd'hui pour mieux les préparer à ensuite être des professeurs à l'étranger et pour que plus de professeurs soient concernés par le sujet. Donc, on a aussi fait évoluer les règles pour qu'il y ait plus de mobilité et moins de stagnation, moins de fixité. Et ça va aussi ouvrir les fenêtres de l'ensemble du système, aussi bien en France que dans les lycées français à l'étranger. Donc, on a créé un contexte de plus grande implication de l'éducation nationale et de plus grande modernisation de nos outils pour permettre l'objectif d'avoir plus d'élèves dans des établissements français de l'étranger et avec plus de réussite encore, évidemment, même si les réussites actuelles sont déjà très importantes. Je conclurai en disant quelque chose que je dis toujours devant tous les publics, c'est que le succès, pas seulement vous-même, donc, c'est que le succès des lycées français à l'étranger est significatif de la qualité intrinsèque du système scolaire français. C'est-à-dire que quand les bonnes conditions de température et de pression, si je puis dire, sont réunies dans un lieu donné, eh bien, notre système, avec son programme assez rationnel, assez progressif, avec ses professeurs de qualité, avec un certain nombre de qualités qu'on lui reconnaît, aussi bien sous l'angle, je dirais, du raisonnement que sous l'angle de la créativité, eh bien, ces sujets sur lesquels on peut évidemment encore s'améliorer, mais ces sujets font le succès en général des établissements tels que vous les connaissez. Et donc, c'est normal qu'ils soient inspirants aussi pour le système français. Et ça, nous regardons les lycées français à l'étranger pour l'inspiration qu'ils nous offrent, mais aussi que nous en soyons fiers et que nous continuions à les développer. Et comme vous le savez, c'est bien l'esprit qui nous anime. Voilà, merci beaucoup. Merci. Et peut-être juste avant de te passer la parole, Sophie, un rappel. Je ne sais pas si on a des gens de Toronto et d'Ottawa en ligne, mais il y a eu beaucoup d'angoisse. Oui, il y a des personnes qui sont là de Toronto. Voilà. Je voudrais remercier devant vous Jean-Michel parce que j'ai été dans son bureau au moment où les réglementations sanitaires interdisaient de faire passer les examens en physique en Ontario, ce qui crée un vrai sujet dont on a parlé tous les deux avec un risque de report de la session en septembre. Et Jean-Michel m'a dit, t'inquiète pas, je m'en occupe. 3 jours après, c'était réglé. Donc, on peut le remercier au passage aussi sur l'agilité et le leadership dont il vient de montrer la preuve qui est sa sensibilité aux enjeux des Françaises et des Français de l'étranger. Donc, pour ça aussi, merci. Sophie, à toi. Oui, non, merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Il y a une chose aussi, je voudrais juste souligner, parce que parfois les gens oublient effectivement l'investissement, j'ai envie de dire financier. Il y a des personnes qui parlent effectivement des coûts. Je voudrais juste simplement revenir sur l'aide qui a été octroyée justement à tous ces établissements en Amérique du Nord pendant la crise Covid. Alors nous, effectivement, par exemple, sur San Francisco, c'est une des seules écoles qui est restée aussi ouverte parce qu'il y a eu des moyens qui ont permis ça. Et donc, je voulais effectivement aussi saluer toute l'aide et tout le travail que vous avez fait, Monsieur le Ministre, par rapport à nos établissements à l'étranger pour pouvoir avoir la même capacité qu'en France, de rester ouvert dans des endroits où parfois ça n'était pas possible, et l'aide qui a été octroyée aux établissements et aux familles pour pouvoir pallier à cette terrible crise. Donc, je ne sais pas si vous vouliez aussi, vous avez un petit peu parlé de ces professeurs, de ces formations de professeurs, qui va être nouvelle, qui va doubler, donc, enfin pas doubler, mais qui va augmenter le nombre de professeurs. Comment est-ce qu'ils vont être formés? J'ai entendu parler des instituts de formation, des instituts régionaux de formation. Est-ce qu'il y en a qui sont prévus sur l'Amérique du Nord? Il y en a, je sais qu'il y a déjà certaines institutions qui forment des professeurs, mais l'idée de trouver des gens localement sur le territoire qui me semble très intéressante. Est-ce que vous pouvez nous en parler un tout petit peu? Oui, il y a donc, comme je commençais à le dire, un mouvement global de plus grande internationalisation de nos professeurs en général. Ça porte évidemment sur les professeurs de langue, par exemple, mais tous les professeurs, même les professeurs des écoles, bien sûr, à partir du moment où ils sont étudiants, à partir du moment où ils se préparent à être professeurs. Ça passe par plusieurs choses. D'abord, le doublement des bourses Erasmus à l'échelle européenne va évidemment avoir un impact direct et indirect sur l'Amérique du Nord, indirect parce qu'on crée plus de mobilité, plus de capacité linguistique de nos futurs professeurs, etc. Mais direct parce que Erasmus, c'est aussi Erasmus+, et ça permet parfois même d'aller en dehors de l'Europe. Et donc, il y aura une plus grande
on peut dire systématicité, même si ça ne sera pas toujours 100% des futurs professeurs, mais beaucoup de futurs professeurs vont avoir une expérience européenne ou internationale à l'occasion de leur formation initiale. Ça, c'est un premier point, mais il doit être souligné. Deuxièmement, nous sommes en train d'introduire, c'est Ilana Sicurel d'ailleurs qui m'a beaucoup aidé sur ce point, par le parlementaire européen qu'elle a fait en tant que parlementaire européen, pour créer un module Europe, comme en ce moment on préside l'Union européenne, c'est des choses que je suis en train de pousser très concrètement. Vous aurez un module européen dans chaque pays d'Europe pour chaque professeur formé en Europe. Donc ça va se mettre en place progressivement, mais c'est très important, ça crée une culture internationale quand même plus forte pour le futur. Et puis, troisièmement, on change les règles du jeu en matière de ressources humaines. Vous ne pourrez pas rester plus de 6 ans quelque part. Ça vaut pour tous les futurs nommés, ce qui permet d'avoir des règles du jeu claires avant d'entrer en poste et puis d'avoir une plus grande mobilité, qu'il n'y ait pas des sortes de situations installées, ce qui n'est jamais une très bonne chose, et puis que de nouveaux... Mais pour être très clair, s'il y a des professeurs qui nous écoutent, qui sont depuis 9 ans à Montréal ou 10 ans à San Francisco, eux, ils ne seront pas concernés. C'est ça, exactement. C'est pour les nouveaux entrants. Bien sûr, on peut être depuis 12 ans professeur quelque part et faire quelque chose d'excellent, je le dis tout de suite. Mais c'est important. Mais on peut aussi passer à un autre endroit d'Amérique du Nord. Et alors là, je vais poser une question qui se pose souvent. Est-ce que ça marchera aussi, y compris dans le retour en France? Parce que souvent, ce que nous disent les professeurs qui sont sur le terrain, c'est qu'ils sont insuffisamment reconnus comme des gens un peu différents, qui peuvent apporter peut-être une valeur un peu différente dans le retour en France. Oui, bien sûr, dans le cadre de l'évolution d'ailleurs discutée de l'éducation, de la modernisation RH de l'éducation nationale, il y a évidemment une attention beaucoup plus grande qui sera portée au retour en France. Surtout, ce qui est très souhaitable, c'est des prises de responsabilité, c'est-à-dire des évolutions de carrière, notamment certains qui peuvent devenir, par exemple, chefs d'établissement, et en tout cas, ou parfois polyvalents du fait de leur maîtrise linguistique, par exemple, pour créer des sections internationales, etc. C'est toute cette internationalisation dans l'Hexagone et Outre-mer aussi, qui est éminemment souhaitable grâce à l'expérience des professeurs français à l'étranger. Le but, c'est vraiment de décloisonner. Il n'y a pas d'un côté les professeurs français de l'Hexagone et de l'Outre-mer et de l'autre les professeurs français à l'étranger, mais vraiment une vraie circulation, c'est un point très important. Et puis enfin, il y a ce à quoi faisait référence Sophie Suberville, c'est-à-dire le fait que, oui, nous allons vers des formes, déjà à l'échelle de la France d'ailleurs, ce qu'on appelle des écoles académiques de formation continue, et à l'échelle des continents, enfin des régions, et en l'occurrence de l'Amérique du Nord, oui, de véritables instituts de formation permettant tout ce qu'on peut attendre de tels instituts, et notamment d'ailleurs de nouveaux recrutements locaux aussi, de façon à faire face à nos propres ambitions, c'est-à-dire le doublement du nombre d'élèves. Alors, je voudrais passer la parole à des étudiants et un professeur aussi qui vont vous solliciter. Nous avons Harmonie Toscane à Montréal qui voudrait vous interroger sur l'objectif fixé par le président de doubler le nombre d'étudiants dans le réseau d'enseignement. Donc, on va vous présenter la vidéo et après, on va prendre les questions qui sont dans le chat. Beaucoup de ces questions ont effectivement à voir avec le coût de la scolarité et peut-être qu'au moment où on prendra ces questions, on pourra peut-être parler aussi de la diversité des offres éducatives parce qu'il n'y a pas que les lycées, effectivement, et j'entends ça revenir souvent, des lycées très chers, mais il y a aussi beaucoup d'autres moyens de pouvoir enseigner le français aux enfants et je pense que ça serait bien qu'on en parle en fin de réunion. Alors, je pense qu'Alexandre, si tu pouvais nous mettre la question, voilà. Bonjour Monsieur le Ministre, je m'appelle Harmonie Toscane et j'ai 18 ans. Je suis à l'université mais j'ai fait toute ma scolarité dans un établissement de l'AEFE à Montréal. Ma question est la suivante. En 2018, le président de la République annonçait dans un discours à l'Institut de France vouloir doubler le nombre d'étudiants dans le réseau scolaire français à l'étranger d'ici 2025. Pensez-vous que cet objectif sera atteint? Merci. Ah oui. J'espère bien. Il reste encore 3 ans pour l'atteindre. C'est vrai qu'on a été un peu freiné par la crise sanitaire pour que la courbe soit parfaitement montante. Les chiffres actuels sont plutôt bons, mais c'est vrai que c'est sans doute à fin de période que l'on va avoir une accélération, ne serait-ce que parce que ça repose beaucoup sur des initiatives qui prennent un peu de temps à s'accomplir, notamment des initiatives privées. Mais en tout cas, nous sommes toujours
en route vers cet objectif et avec, en nous donnant les moyens financiers, puisqu'il y aura, en tout cas s'il y a un nouveau quinquennat d'Emmanuel Macron, des moyens supplémentaires donnés pour l'enseignement français à l'étranger, mais aussi des moyens humains, c'est ce que je expliquais en parlant des 1000 professeurs, et puis ce que je viens de dire sur la formation, qui évidemment vient à l'appui de ça. Alors, j'ai du mal à être totalement formel sur le fait qu'on va réussir le doublement pleinement en 2025. Je vais te donner un an de plus, parce que 22, 23, 24, 25, c'est comme les arbres et les vents, finalement. Si on se donne le 31 décembre, allez, on a 4 ans, donc peut-être. On peut y arriver. En tout cas, ça reste faisable, et on est sur la bonne voie. Ouais. Okay. Merci. Je vais maintenant passer la parole à Paul, qui est un professeur de mathématiques à New York et qui va vous poser une question sur la pratique des mathématiques et l'option justement dont vous parliez tout à l'heure, l'option mathématiques au lycée. Bonjour Monsieur le Ministre, je suis Paul Dartos, professeur de mathématiques et chef du département de mathématiques de la French American School of New York. Ma question porte sur l'enseignement des mathématiques, qui fait débat dans les programmes de lycée actuellement. Ici à la FASNI, pour les élèves qui ne suivent pas l'enseignement de spécialité en première, nous avons mis en place un module de mathématiques complémentaires sur le modèle de ce qui se fait en terminale, c'est-à-dire un programme allégé en termes de contenu et fondé sur de la modélisation et des projets. Donc un programme que nous avons rédigé en interne et qui fonctionne très bien puisqu'il permet aux élèves de bénéficier d'un enseignement de mathématiques obligatoire et d'une culture scientifique qui leur servira dans leur vie d'adulte. Donc ma question est la suivante, quelle est votre position sur l'enseignement des mathématiques suite aux différentes mobilisations qu'il y a pu y avoir à ce sujet, de certaines associations de mathématiciennes et mathématiciens, des associations de spécialistes? Pensez-vous rétablir un enseignement obligatoire en première? Pourquoi pas de niveau allégé pour les élèves qui ne suivent pas la spécialité, comme ce que nous proposons? Et si oui, quelle échéance? Donc ma question est vraiment, quel est l'état de vos réflexions à ce sujet? Merci. Voilà, et la FASNI, c'est une super école que j'ai eu l'occasion de visiter il y a quelques semaines, Monsieur le Ministre. Très bien, merci beaucoup. J'ai répondu en partie, mais pas complètement à cette question, donc merci pour la question, très importante, surtout elle peut conduire à quelque chose de très concret. D'abord, sur l'état de ma réflexion, je voudrais quand même commencer par dire que le débat était très intéressant et très utile, et par certains côtés, il a pu m'agacer un peu, je le confesse, parce qu'il a laissé entendre que depuis 4 ans, le niveau de mathématiques aurait pu baisser, ce qui n'est pas le cas. Je tiens vraiment à le dire, la France a baissé en mathématiques sur une trentaine d'années, ça c'est malheureusement très vrai. Ce n'est pas vrai de dire que c'est le cas depuis 3 ans. Et c'est toujours paradoxal, et on le voit sur beaucoup de politiques publiques, pas seulement en éducation, c'est-à-dire on est en train de rattraper quelque chose, on est en train de faire un progrès, et au moment où on est en train de le faire, on se prend toutes les critiques sur un sujet, alors même que commence ça en santé par exemple aussi, au moment où on commence à prendre des politiques qui sont forcément de longue durée. Par exemple, ce que je disais sur l'amélioration du niveau en mathématiques à l'école primaire tout à l'heure est évidemment essentiel et prépare le futur. Mais de nouveau, je voudrais distinguer les 2 sujets qui sont des élites mathématiques larges, mixtes, c'est-à-dire garçons-filles, et excellentes, c'est-à-dire de très bon niveau pour les ingénieurs, les techniciens supérieurs, les chercheurs, les professeurs dont on a besoin pour le futur. Et ça, nous sommes en route pour cela. Et d'une certaine façon, le débat qui vient d'avoir lieu et la commission qui existe a permis même de démontrer qu'en effet, la stratégie était en train de fonctionner là-dessus, même si on peut faire plus et mieux, notamment en incitant plus d'élèves de seconde, notamment les filles, à faire le choix d'aller vers les enseignements de mathématiques et scientifiques proposés. Donc c'est important. Vraiment, j'insiste parce que je ne veux pas qu'on se démoralise au moment où on est en train de réussir quelque chose. Et puis, le niveau général de la population, donc qui est lui aussi en bonne voie, parce que l'essentiel de ce sujet se joue quand même à l'école primaire et au collège, et donc c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment, qui est le plus important. Et il y a eu débat pour savoir si en effet, en première et en terminale, on devait continuer avec des maths pour tout le monde, même ceux qui n'avaient plus très envie des maths. Il est tranché ce débat, pour répondre à la question, donc en faveur d'une accentuation des maths. On n'était pas passé à 0, hein, les 2 heures d'enseignement scientifique en première et en terminale comportaient des mathématiques. Trop peu selon certains, et c'est sans doute exact. Et donc, c'est ça que nous sommes en train d'infléchir, sachant que les décisions définitives, nous les prendrons début mai, pour des raisons, je dirais, démocratiques. Mais là, je viens d'enclencher quelque chose. Ceux qui veulent approfondir peuvent regarder le rapport que nous venons de publier, qui est des travaux de la commission.
Au passage, vous verrez ce que c'est la différence entre un débat un peu anarchique tel qu'il a eu depuis quelques semaines et puis les choses quand on les pose clairement sur les vrais chiffres, les bonnes données, etc. Mais en tout cas, la suite logique de tout ça, c'est que je viens d'écrire au Conseil supérieur des programmes pour qu'un nouveau programme soit prêt pour mai, si la décision est prise à ce moment-là, de façon à ce que dès septembre, il y ait, le cas échéant, 3h30 et pas 2 heures d'enseignement scientifique et mathématique en première. Si une telle chose doit arriver, elle pourrait être inspirée par ce que vous venez de nous expliquer, monsieur. Et c'est pour ça que ce que je demande à Roland, c'est que vous fassiez parvenir le contenu de votre expérimentation, puisque le travail du Conseil supérieur des programmes auquel je viens de faire référence pourrait être influencé par ce que vous avez fait, puisque ce que nous voulons faire, c'est, semble-t-il, un peu de même nature que ce que vous avez fait, c'est-à-dire des mathématiques vivantes, appliquées, et qui soient différentes de ce qui se passe quand on fait des mathématiques en enseignement de spécialité. Donc ça peut être très intéressant et très inspirant ce que vous avez fait. Donc on a encore un mois et demi pour que ce soit utile dans la réflexion qui a lieu. Donc je suis ouvert à ça. Engagement pris et on vous fera passer ça, monsieur le ministre. Moi, je voudrais quand même juste profiter de cette réponse pour vous indiquer, parce que ça a été une de mes grandes frustrations en arrivant à l'Assemblée, ou par rapport à d'autres vies que j'avais passées dans le passé, on a l'impression que le travail s'arrêtait une fois que la loi avait été votée. Et qu'un des grands défis auxquels on fait face, c'est d'évaluer les lois, les réformes en continu, et d'être capable de les adapter pour justement intégrer les résultats de cette évaluation. Alors c'est vrai que là, ça s'est fait de manière peut-être un peu anarchique, il y a eu des prises de parole un peu puissantes dans les médias qui ont conduit à re-questionner cette stratégie, mais je vous engage effectivement à lire le travail qui a été fait sous les auspices de Jean-Michel, parce que la vraie politique publique, c'est ça. Je veux dire, on est le pays qui vote le plus de lois au monde, qui les applique sans doute le moins au monde et qui les évalue pas du tout. Donc on a commencé à changer ça. On a quand même voté beaucoup de lois. Bon, mais on a mis le paquet sur l'évaluation et on est en train de montrer qu'on est capable d'écouter, d'adapter, sans faire des virages à 360 ou à 180. Enfin, 360, ça va, c'est juste la tête à queue, à 180 degrés. Voilà, donc on fait une petite orientation qui répond à des vraies préoccupations. Moi, vous êtes un paquet à m'avoir alerté là-dessus, à la fois aux États-Unis et au Canada, donc je suis heureux qu'on ait pu entendre cette voix qui s'exprimait outre-Atlantique. Merci beaucoup, Roland. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. On a une dernière question d'Igor à Montréal qui voudrait vous parler, enfin vous poser la question sur la différence d'enseignement entre les systèmes éducatifs français et étrangers. Il y a aussi quelqu'un dans le chat qui pose un petit peu une question un petit peu similaire sur les avantages entre les deux. Comment utiliser ça et cette complémentarité pour en faire une opportunité en fait. Donc on va passer la parole à Igor. Bonjour, je m'appelle Igor Tcharner, je suis un étudiant en marketing à Concordia et j'ai fait mes études de la maternelle jusqu'à la terminale au Collège international Marie de France à Montréal. Une des choses que j'ai trouvé très compliquée après les études, c'est la transition entre le système français et l'université québécoise. Parce que le système français, on est très encadré, l'autonomie est très peu présente, on a très peu d'autonomie. Et les profs nous donnent beaucoup de travaux à faire, on a notre emploi du temps, comparé aux universités québécoises, où c'est nous-mêmes qui créons notre emploi du temps, nous-mêmes qui devons travailler, etc., gérer notre travail. Donc moi j'aimerais vous demander quel changement vous pourriez faire pour améliorer l'autonomie des élèves et faciliter la transition entre le système français et l'université québécoise. Merci. Et donc, accessoirement, Concordia, en plus, c'est en anglais. Donc, il y a un petit défi linguistique. Donc, effectivement, Igor, il a dû faire face à une belle marche. Très bien, c'est évidemment une bonne question qui nous renvoie à des sujets très systémiques. J'ai l'habitude de dire qu'il y a quand même deux modèles qui semblent bien fonctionner dans le monde actuellement, en tout cas qui fonctionnent du point de vue des résultats que ça donne dans les classements internationaux. Il y a d'un côté le modèle asiatique, qui n'est pas du tout fondé sur l'autonomie, qui est vraiment fondé sur le travail, et qui fait que plusieurs pays asiatiques sont en tête des classements internationaux. Et puis le modèle qu'on peut appeler scandinave et nord-américain, ou en tout cas de certaines parties de l'Amérique du Nord, est fondé davantage, disons, sur l'autonomie, l'épanouissement, etc., qui donne des résultats. Dans les deux cas, il y a à la fois une force incontestable, puisque c'est ce qui réussit le mieux en ce moment, mais en même temps des limites, qui sont des limites symétriques. Par exemple, s'agissant des Asiatiques, on a
taux de suicide des adolescents parmi les plus importants, ou s'agissant des modèles américains, on sait tous que tout le monde ne sort pas avec une densité de connaissances si forte que ça du système nord-américain ou du système canadien. À mes yeux, les systèmes qui réussissent le mieux sont ceux qui réussissent à prendre ce qu'il y a de meilleur dans les deux dimensions, sans verser dans un extrême ou un autre. D'ailleurs, ce que j'appelle le « en même temps » éducatif, parce que c'est une des raisons de mon engagement auprès d'Emmanuel Macron, c'est qu'à mes yeux, le domaine de l'éducation est celui qui illustre de la manière la plus forte la question du « en même temps ». Tout est en même temps dans l'éducation, et notamment ce point. On a besoin d'autonomie de l'élève, mais en même temps, un élève qui est laissé totalement en autonomie peut tout à fait dériver, et inversement. Donc, or la France, un pays qui a bien réussi ça, par exemple, c'est Singapour, qui a à la fois la culture asiatique, confucienne, lui donnant assez naturellement le premier atout, mais qui est aussi allé chercher dans les exemples américains et européens de quoi avoir l'équilibre avec le deuxième atout, et en ce moment ils le font bien aussi parce que c'est à petite échelle, parce qu'ils ont des gros moyens aussi, tout ça donne le fait que Singapour est aujourd'hui dans une sorte d'échappée belle éducative. Je crois à cette échappée belle éducative pour la France, et a fortiori pour les lycées français de l'étranger, parce que nous avons en nous les caractéristiques de cet en même temps, et la rigueur cartésienne, et le travail, et les programmes rationnels qui sont les nôtres, qui sont ambitieux, et il ne faut pas avoir peur de cette ambition. Et puis, en même temps, nous avons la créativité, le sens de l'autonomie, le goût de l'esprit critique, toutes ces choses dont on a besoin. Et au milieu de tout ça, on a besoin de l'esprit d'équipe. C'est vrai pour les adultes, c'est vrai pour les enfants. Dans un monde qui va être hyper technologique, qui est déjà hyper technologique, la valeur ajoutée de l'être humain, c'est son sens de l'équipe, sa capacité à travailler à plusieurs, à faire la synthèse, à rassembler les talents, quelque chose qu'on doit apprendre dès l'école maternelle. La sociabilité, l'ouverture aux autres, l'épanouissement de soi, la capacité à écouter, à argumenter, autant de choses qui vont avec l'autonomie et la capacité à travailler avec autrui. On a fait avancer ce sujet à l'école primaire ces dernières années, et d'ailleurs l'amélioration du taux d'encadrement fait partie de cela, le dédoublement des classes crée cela. À chaque fois que je parle maintenant avec des professeurs de CE2, CM1, CM2, c'est-à-dire en REP, c'est-à-dire des professeurs qui ont des classes à 20, 25 élèves, mais qui héritent d'élèves qui, au cours de leurs 2 premières années, étaient 12 en CP et en CM1, ils me parlent de ça. Ils me disent qu'ils sont plus autonomes, ils sont plus capables ils ont été finalement mieux accompagnés à l'autonomie. Là aussi, ça fait partie des paradoxes éducatifs, c'est plus d'encadrement crée plus d'autonomie, mais plus d'autonomie crée aussi plus de capacité à être bien encadré. Donc c'est cette double dimension que l'on doit avoir. Donc oui, nous allons vers cela, et la réforme du lycée va très fortement dans ce sens. Plus de liberté pour les élèves, on est moins dans un couloir qui nous mène jusqu'au baccalauréat sans avoir trop réfléchi à ce que l'on faisait après. Le grand oral envoie un signal dans ce sens, et puis la formation des professeurs envoie aussi de plus en plus un signal dans ce sens. Donc je réponds oui à cette question, et ça nous renvoie à des sujets très structurels sur notamment la formation des professeurs d'ailleurs, mais aussi sur la dimension modulaire de notre lycée. Je crois que cette autonomie, elle s'apprend dès l'école maternelle, avec les compétences psychosociales qui vont avec les savoirs fondamentaux sur lesquels j'ai tant insisté, mais qu'évidemment, elle va en s'accroissant avec le temps. Et c'est le sujet de la personnalisation des parcours de l'élève, qui a beaucoup progressé avec la réforme du lycée, et qui pourrait s'accentuer dans l'éventuel deuxième quinquennat avec l'évolution du collège, qui lui aussi pourrait être plus modulaire, avec une après-midi dite avenir, où on réfléchit plus à son avenir, de ses futures études, de sa future métier, mais aussi plus globalement de sa future vie de citoyen, et donc tous ces enjeux un peu qui ouvrent les chakras de l'élève. Alors, moi, malheureusement, je vais devoir filer. Donc, je vais poser une dernière question en ce qui me concerne. C'est l'autonomie de Roland Lescure. Voilà, c'est Roland Lescure qui s'autonomise, et surtout Jean-Michel Blanquer qui prend le pouvoir sur l'Amérique du Nord. Mais je sais qu'il y a plein de questions dans le chat que tu vas pouvoir... Voilà, c'est ça. Ah oui, on ne vous a pas dit d'ailleurs. Non. Mais il y a quelque chose qui m'a frappé quand j'ai eu mes enfants qui ont évolué dans l'enseignement français en Amérique du Nord. J'ai l'impression quand même, une autonomie plus grande des établissements et des chefs d'établissement, pas dans le programme, parce que finalement c'est le programme français tel qu'il était ici à Paris, mais dans la capacité d'organiser différemment un peu le scolaire, beaucoup l'extrascolaire, d'utiliser aussi le lieu de l'école différemment. Moi, mes gamins ont fait un projet d'entrepreneuriat tous les mardis de 5h de 17h à 20h quand ils étaient en 3e de mémoire, et pendant 3 mois, ils ont créé une petite entreprise, tout ça fait à l'école.
avec les parents qui participaient à ces projets. Bref, est-ce qu'il y a aussi des choses à apprendre dans la relation des Françaises et des Français, parents et élèves, professeurs, proviseurs, avec le lieu de l'école? Bien sûr. Un village pour faire un enfant, comme on dit, pardon, pour éduquer un enfant. Et c'était évidemment très important d'avoir cette dimension-là qui est double. Donc, c'est à la fois l'autonomie de l'établissement, sa capacité à prendre des décisions, mais aussi sa capacité à utiliser toutes les ressources humaines qui sont autour, et notamment ce que la société peut faire autour de l'élève. En France, par exemple, dans l'Hexagone, c'est la cité éducative. C'est ce qu'on a fait donc dans les territoires les plus défavorisés, où on a essayé de jouer sur les facteurs extrascolaires de la réussite scolaire. Donc concrètement, les activités sportives, culturelles du mercredi, qui rétroagissent sur l'épanouissement de l'élève et ses réussites à l'école. C'est ce qu'on est en train de faire avec le Pass Culture. Donc tous ces sujets qui font que l'école n'est pas seule. À la fois, c'est un lieu spécifique, et il faut conserver sa spécificité, mais c'est aussi un lieu de rayonnement vers l'extérieur et un lieu qui profite de tout ce que l'extérieur peut lui apporter. On sait bien que les milieux nord-américains font mieux qu'en France sur ces sujets, mais en même temps, on progresse sur cette question. Donc les deux choses qui vont progresser dans les temps à venir, c'est premièrement l'autonomie de l'établissement. Cette autonomie, elle a plusieurs dimensions, hein. C'est l'autonomie pédagogique. Là, par exemple, la réforme du lycée représente une forte progression de l'autonomie pédagogique parce que des choix éducatifs profonds peuvent être faits par l'équipe du lycée dès aujourd'hui sur l'identité éducative de l'établissement. Il y a ensuite l'autonomie RH, ça c'est le recrutement. Donc là, le président de la République est très attaché, on fait évoluer ça, notamment dès maintenant, on a commencé à multiplier les postes à profil. Tout à l'heure, on parlait du retour des professeurs de les postes à profil favorisent ça, on va dire, qui est bon et en japonais et en mathématiques, on a besoin de le recruter, etc. Donc l'autonomie RH, et puis ce que j'appelle l'autonomie puissance, si je peux dire, c'est-à-dire les moyens qu'on donne au chef d'établissement et à son équipe, pour, notamment des moyens en argent, pour agir tout simplement, pour pouvoir faire des sorties scolaires, appuyer sur tel ou tel facteur qui va faire la réussite de l'établissement selon des critères qui sont au plus près du terrain. Donc sur cette triple dimension de l'autonomie, il y a du progrès qui a déjà été fait, mais qui peut s'accentuer, et surtout qui peut permettre aussi ce que tu disais, c'est-à-dire l'articulation avec le milieu ambiant. Par exemple, si on fait les après-midi à venir, ça veut dire des chefs d'entreprise, des personnes issues du monde du travail, du monde de l'enseignement supérieur, qui viennent dire des choses, expliquer aux enfants. Donc cette ouverture de l'école fait effectivement partie des facteurs de réussite. Il me semble que les lycées français à l'étranger, tels que je les connais, font déjà fortement cela, et qu'effectivement, ça fait partie de ces sujets d'inspiration pour l'Hexagone, mais qui peut aussi s'accentuer pour les lycées français de l'étranger. Merci, je vous le laisse, vous êtes entre de bonnes mains, et Sophie, à toi, à très bientôt, et bonne fin de campagne. Merci beaucoup, Roland. À bientôt. Merci, Monsieur le ministre. Alors, je pense qu'on va passer aux questions. Il y a beaucoup de questions. Il y en a une qui revient effectivement beaucoup, c'est les coûts de l'enseignement français à l'étranger. On sait effectivement, surtout en Amérique du Nord, c'est un énorme problème. Et je sais que le gouvernement a beaucoup travaillé pour diversifier justement cette offre éducative, puisqu'on a vu aussi le profil des Français de l'étranger évoluer. Avant, on avait effectivement des gens qui partaient envoyés par leur boîte en expatriation, et aujourd'hui, on voit des gens qui s'installent plus longtemps dans les pays et qui n'ont pas nécessairement les moyens de payer l'école. Donc, est-ce que vous pouvez nous faire un petit tour d'horizon justement sur ce qui est prévu et prévu d'une part au niveau de l'offre, mais aussi dans certaines régions, c'est plus difficile d'avoir accès à un lycée français, voilà, établissement où on amène son enfant tous les matins à l'école, parce que les gens sont éloignés et qu'il n'y a pas assez d'enfants peut-être à scolariser dans ces régions-là. Oui, bien sûr. C'est évidemment un sujet complexe, chacun le sait, et qu'il n'y a pas de solution magique, mais quelques éléments de réponse quand même. Premièrement, et le président de la République s'est exprimé là-dessus, le candidat, l'éventuel futur quinquennat sera l'occasion d'une amélioration de la situation budgétaire de l'AEFE notamment, et donc permettra de financer davantage les lycées homologués. Donc ça, c'est déjà un point important, parce que ça devrait ipso facto faire baisser les frais d'inscription, non pas les réduire jusqu'à zéro, hein, mais réussir en tout cas à ce que ce soit
en diminution, ce qui ne va pas de soi dans un moment mondial où on va sans doute avoir une sorte d'inflation, l'inflation en général d'ailleurs, et l'inflation éducative en particulier, sujet auquel je suis sensible d'ailleurs d'un point de vue social à l'échelle mondiale, puisque j'en profite pour le dire, mais avec ce qui vient de se passer avec l'épidémie, et ce qui se passe maintenant avec la crise ukrainienne, mais avec ce qui se passe avec l'épidémie, il y a une espèce d'énorme rattrapage à faire à l'échelle mondiale, et il faut y être très sensible, ce qui concrètement veut dire de l'investissement public et privé en éducation beaucoup plus fort dans les temps à venir, et plus nous serons acteurs de cela dans les territoires qui sont les nôtres, mais aussi au-delà, mieux ce sera. Donc, plus de moyens mis sur l'éducation, ce sera d'ailleurs la priorité du quinquennat, ça vaut pour l'Hexagone, mais ça vaudra aussi pour l'enseignement français à l'étranger. Deuxièmement, un modèle économique qui peut évoluer, qui d'ailleurs doit être divers. Chaque établissement est un cas particulier, et quand on s'est fixé le doublement du nombre d'élèves, vous savez, c'est aussi en reposant beaucoup sur l'initiative privée et sur des formes de concurrence et d'émulation qui doivent amener aussi à des formes de désinflation quand même. Et puis, troisièmement, l'appui à tous les types d'établissements, même cette catégorie-là, de façon d'une manière qui devrait faire baisser les coûts. Quatrièmement, et là c'est aussi pour les endroits les plus reculés, je vois des questions qui passent qui sont aussi, et c'était contenu dans votre question, c'est-à-dire que faire pour ceux qui sont éloignés physiquement. Ça veut dire aussi des partenariats avec soit des écoles qui se créeraient, soit des écoles déjà existantes, où le français, l'enseignement en français et leur partenariat avec le système français viendrait s'installer en quelque sorte. L'importance aussi de l'enseignement en ligne, des innovations qu'on peut avoir en la matière, de formules hybrides et de tout un système de créativité qu'on doit avoir. C'est pourquoi vous toutes et vous tous, vous pouvez avoir un rôle d'acteur sur ce sujet. Et donc, c'est un sujet très entrepreneurial, très de créativité, très fort. Et c'est aussi un sujet sur lequel la puissance publique ne sera pas inerte pour contribuer à la baisse des coûts, parce qu'il faut qu'on se fixe des objectifs ambitieux en la matière. Je suis bien conscient que cela correspond à des choses inaccessibles pour certains, et ça ne devrait pas être le cas. Bien sûr, à ceci vient s'ajouter les sujets de bourse, qui doivent permettre à ceux qui sont les plus en difficulté de pouvoir faire face à des frais quand ils restent trop élevés. Ok. Donc, je pense qu'il y a tout un travail aussi, je pense, au niveau de justement des bourses scolaires. Il y a tous ces programmes Flamme qui sont en train de germer. Et vous avez parlé justement de l'investissement des gens, parce que souvent, moi, ce que j'ai vu sur mes 25 ans d'États-Unis, c'est justement des associations se mettre ensemble pour faire évoluer ou pour faire avancer et émerger des structures flammes qui seront probablement d'après ce que vous venez d'expliquer, qui seront aidées par le gouvernement, puisqu'il y a maintenant des fédérations flammes qui s'ouvrent un peu partout, et des accords aussi. J'ai vu passer aussi des accords avec certaines écoles publiques, donc ce qu'on appelle les charter schools. Alors nous, sur les États-Unis, il y en a beaucoup. Je ne sais pas si le Canada on a tort, Roland n'est plus là, mais je pense que, et ce sont en général des demandes qui viennent effectivement des parents. C'est bien ça que j'ai entendu dans ce que… D'accord, ok, très bien. Je pense qu'il faudra réviser les seuils des bourses dans les temps à venir, diversifier les modes d'alimentation des bourses, pas seulement publiques, mais vraiment de plus en plus faire contribuer aussi des fondations privées en particulier. C'est particulièrement vrai en Amérique du Nord, c'est déjà le cas en partie, bien sûr. On va faire plus en la matière. Donc là, on doit avoir des objectifs très ambitieux sur ce point. Okay. Une autre des questions qui se posent, c'est justement comment cette équivalence de diplôme, alors je sais que le jeune Igor, je pense que c'est lui qui a posé cette question, mais cette équivalence de diplôme, parfois certains, et là je parle alors aussi encore une fois des États-Unis, certains enfants ne vont pas jusqu'au baccalauréat puisque le baccalauréat n'est pas reconnu comme il est reconnu en Europe par les universités américaines. Et donc ce choix-là, est-ce qu'il y a un travail qui va être fait dans ce sens-là, ou est-ce qu'il va y avoir justement le nouveau baccalauréat va adresser ces sujets-là? Alors, deux sujets là-dessus. D'une part, le nouveau baccalauréat crée une nouvelle donne. Il est plus conforme aux attentes qui peuvent exister, notamment dans les universités d'Amérique du Nord, plus compréhensible.
par nos interlocuteurs de l'enseignement supérieur, mais il demande aussi un travail d'explication de notre part, nous Français, vis-à-vis des universités nord-américaines. Ce travail a été entrepris, notamment par l'ambassade de France aux États-Unis et au Canada, où il y a tout un travail d'interlocution avec les universités américaines pour expliquer ce qu'est le baccalauréat français en général, et a fortiori la nouvelle version qui doit permettre d'être mieux comprise et acceptée de ce point de vue-là. Donc ça, c'est un travail très important. Par ailleurs, on a fait évoluer le bac français international dans un sens donc, qui permet d'avoir là aussi plus de présence dans l'enseignement en langue, donc là souvent en langue anglaise en l'occurrence dans nos établissements français en général, hein, que ce soit dans l'Hexagone ou établissements français à l'étranger. Donc pour les élèves qui suivent ce cursus, il y a une coïncidence encore plus forte avec les attentes des établissements d'enseignement supérieur d'Amérique du Nord. C'est un sujet sur lequel je suis pour le coup assez optimiste, parce que je pense qu'il y a une convergence de plus en plus forte et le temps qui passe joue en notre faveur, puisque il y a une compréhension qui s'accentue jour après jour de la part de nos interlocuteurs des universités nord-américaines. Ok. Alors, il y a une dernière question, enfin une parmi tant d'autres, sur vos ambitions à l'étranger, puisque vous êtes aussi également ministre de la Jeunesse, sur l'expertise des professionnels titulaires des diplômes d'État. Est-ce qu'il y a éventuellement des accords qui pourront être passés? Je pense que c'est le but de la question, pour que ces diplômés soient reconnus à l'étranger. Je suis ouvert à ce type d'idée, puisque quand on a créé le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, il y a 2 ans, on l'a fait dans une perspective de long terme, très structurelle. Je vous passe tous les détails de ce que ça signifie, mais en gros, c'est une vision complète du temps de l'élève, non seulement le temps scolaire, mais périscolaire et extrascolaire, c'est-à-dire correspond à une des questions qui a été posée tout à l'heure par Roland Lescure en particulier, ou prolongée par Roland Lescure, sur le fait d'avoir la vision complète de ce qui se passe pour l'enfant. Et donc d'avoir des catégories de personnel différentes, non seulement les professeurs, mais aussi les éducateurs, les entraîneurs de sport, etc., qui désormais font partie d'un même ministère. Donc cela crée beaucoup plus de fluidité. J'ai 1000 exemples de cela. Par exemple, en France, vous savez, on a l'opération 30 minutes d'activité physique par jour pour les élèves de l'école primaire. On a fait qui va de pair avec l'opération Un club, une école dans chaque école primaire de France. On a déjà donc bien commencé ça avec les Jeux Olympiques qui nous servent un peu de locomotive pour tout ça. Puis le président vient de s'engager à ce que ça devienne 100% des écoles qui soient concernées par ça. Ben ça suppose des personnels de différentes catégories. Alors, il y a plusieurs interprétations possibles de cette question, puisque ça peut être des éducateurs qui veulent être dans des fonctions de professeurs, ou des éducateurs qui tout simplement veulent être dans cette position d'éducateur en complément des professeurs. Dans les 2 cas, je suis ouvert à ce type d'idées et la configuration institutionnelle qu'on a créée favorise ce genre d'idées. Ok. Alors, je vois qu'on arrive presque à la fin. Il y a énormément de questions. Je pense qu'on ne peut pas répondre à toutes les questions. Beaucoup, enfin, encore une fois, de questions sur le coût. Une dernière question sur l'apprentissage de la langue, c'est aussi découvrir une culture. Que peut-on faire pour mieux découvrir aux élèves à l'étranger la culture française? Donc, je pense que vous avez répondu, mais est-ce que vous avez peut-être quelque chose à nous dire par rapport à ça, ou vous voulez avoir un propos de fin, de conclusion? J'ai envie juste, moi, de partager mon expérience de vie, justement, en tant que Française de l'étranger, sur l'évolution de ce système éducatif qui est pour moi le système par excellence, mais de voir effectivement que souvent, toutes ces questions qui sont posées aujourd'hui ont déjà eu des réponses, que rien n'est toujours, enfin, rien n'est parfait, mais qu'il y a énormément de réponses qui ont été apportées. Et c'est qu'à force d'échanges, quand vous dites que vous êtes ouvert à ça, je trouve ça extraordinaire qu'on puisse effectivement vous poser des questions qui vont être analysées, qui vont être remontées probablement au gouvernement et qu'on va pouvoir avancer avec nos expériences de Français de l'étranger pour que ça fasse, voilà, que ça ouvre les portes à beaucoup plus d'enfants français et même aussi d'enfants étrangers pour avoir accès à cette éducation française. Donc, je vais peut-être vous laisser la parole si vous voulez donner le mot de la fin, parce que je vois qu'il est déjà l'heure de terminer, à moins que vous ayez un petit moment en plus. Non, mais je veux bien faire un propos de conclusion. D'abord, pour vous remercier vous-même, Roland, et tous ceux qui nous écoutent, parce que c'est toujours très heureux de ces moments, même s'ils sont forcément trop courts. Pour vous dire qu'en effet, je vais essayer d'être à la hauteur de ce que vous venez de dire, c'est-à-dire, bien sûr, que les questions qui n'ont pas reçu de réponse, si vous me les transmettez,
je m'efforcerai de vous répondre et aussi d'en tirer des éléments d'inspiration. La question sur les maths, par exemple, tout à l'heure, peut avoir des implications très fortes et ainsi de suite. J'ai bien entendu aussi, je voyais passer quelques éléments de chat que j'ai vus sur les bourses, sur les coûts, et sur une série de sujets aussi d'évolution pédagogique. Tout ceci doit faire l'objet d'un dialogue permanent. Je crois que d'ailleurs ce dialogue a existé. Merci à Roland pour tout le travail qu'il a fait en la matière, parce que je peux vous dire qu'il m'a souvent, enfin on s'est beaucoup parlé, parce que d'abord on s'aime bien et puis on s'est souvent vu, mais c'est souvent fait l'écho de choses comme cela qui contribuent aux inflexions et aux évolutions que nous donnons au système. Il faut qu'on continue de la sorte, a fortiori dans ce temps de campagne présidentielle qui est un temps particulièrement fort pour faire émerger des propositions. Et donc, peut-être s'agissant du sujet du rayonnement de la France, c'est-à-dire le sujet pris en sens inverse maintenant au travers des établissements français à l'étranger, je crois qu'effectivement, on doit être fier de porter la culture française au travers des établissements français à l'étranger. Je ne les vois pas comme des bulles françaises au milieu d'un univers étranger. Ils sont véritablement des interfaces qui fonctionnent dans les deux sens. On a beaucoup parlé évidemment d'un des deux sens aujourd'hui, c'est-à-dire la préparation des élèves à leur réussite future, que ce soit dans l'environnement national dans lequel ils se trouvent ou dans l'environnement français s'ils reviennent en France. C'est évidemment un enjeu majeur. Mais l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire en quoi ces établissements sont de véritables ambassades de la culture française, de véritables éléments du rayonnement français. C'est pourquoi aussi les établissements peuvent non seulement être des lieux d'enseignement, mais parfois des lieux d'exposition, des lieux en tout cas qui rayonnent d'une manière ou d'une autre. Et le fait qu'ils vont se multiplier, parfois par homologation, parfois par partenariat, par création ex nihilo, ceci doit contribuer à cela. Je pense qu'on doit porter une fierté française éducative, non pas quelque chose qui serait chauvin, mais quelque chose qui est particulièrement facile à porter quand on est un établissement français à l'étranger, parce qu'on est des établissements hybrides quand on est un établissement français à l'étranger, portant et la culture française et la culture du lieu où on se trouve, et même la culture internationale. Et donc ça fait envie et ça montre les atouts d'une France ouverte vers l'avenir, moderne, et dont le système éducatif en réalité a de très haute qualité. Souvent on est complexé parce que nos performances dans les classements internationaux ne sont pas encore à la hauteur. D'ici les prochaines années, j'espère bien que tout ce qu'on est en train de faire va porter ses fruits et je suis assez confiant dans le fait que ça va être le cas. Mais n'oublions jamais que ça n'a pas de sens par rapport à ce que nous sommes en train de dire, parce que c'est tout simplement une moyenne nationale. On sait qu'on a des territoires très en difficulté, c'est ceci qui nous met dans cette position moyenne dans les classements. Mais en réalité, les établissements en pointe, comme les lycées français à l'étranger, eux portent le meilleur de nos qualités et donc en réalité sont des établissements très prisés et des établissements très emblématiques de ce que sont les qualités de l'enseignement français, que ce soit au titre des programmes, que ce soit au titre de la formation des professeurs, que ce soit au titre même des logiques collectives qui se déploient. Donc il faut porter cette fierté et faire des établissements français à l'étranger, je dirais aussi des éléments, je dirais, de paix au sens bien large du terme, et je trouve que et de fraternité, et je trouve que dans les circonstances internationales que nous vivons, c'est important de le dire aussi. Nous sommes des vecteurs d'amitié, tout simplement, entre les peuples, pour prendre une expression du XXe siècle, mais qui a toute sa valeur encore aujourd'hui, et des vecteurs de paix et de fraternité. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le ministre. Je voulais juste, effectivement, je vous ai regardé hier dans une de vos interventions où vous aviez parlé de l'union de la société autour de son école, et je trouve ces mots absolument formidables. Vous remerciez beaucoup de votre temps, remercier tout le monde et leur dire qu'on va prendre leurs questions et vous les faire passer ou les renvoyer aux personnes appropriées pour que les gens aient réponse, parce que je comprends la frustration de ne pas pouvoir avoir eu une réponse, même si la réponse ne va pas parfois dans le sens de ce que les gens veulent exactement, mais au moins que les gens aient une réponse. Et ça, je m'engage personnellement à répondre à tout le monde d'ici, j'ai envie de vous dire, la fin de la semaine, au moins d'apporter une réponse, d'avoir lu votre message et de les transmettre au ministre. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Au revoir, merci.